Cathy Rouverol, Nicole de Fréminville, Claudie Fabrol, Marielle Salté-Boisson, Catherine Tuberg, Vac Fapuy, Hervé Grimal, Vera Rodvé, Jean-Paul Pascal, c'est la voix au chapitre. Dans cette émission aujourd'hui, une émission un peu marathon, nous avons Vera Rodvé de Complice Édition qui est venue avec nous ce matin avec 4 de ses auteurs. Bonjour Vera. Bonjour. Mireille Salté-Boisson pour Âme de Papier. Bonjour Mireille. Bonjour. Catherine Tuberg qui nous propose d'oser la gourmandise. Je crois que nous sommes tous prêts à oser avec vous. Bonjour. Toujours chez Complice Édition, Jacques Chapuis pour un premier roman, Les deux amours de Vano Graziani. Bonjour Jacques. Bonjour. Et nous terminerons, ou plutôt nous commencerons avec Hervé Grimal qui nous invite à découvrir ou à redécouvrir la bambouserie de Pras-France avec son beau livre Le voyage du bambou, des bambous au pays des châtaigniers. Bonjour Hervé. Bonjour. Rodvé, donc de Complice Édition, oui. Vous prévoyez d'éditer des livres d'enfants, pour enfants de ce jour, non? Oui, on en a un quelque part dans les tuyaux. D'ailleurs, l'auteur est à cette table. Bon, on le dénonce On le dénonce, oui. C'est Jacques. C'est Jacques Chapuis, oui. On attend maintenant qu'il ait tout fini et un illustrateur va illustrer ce récit. Enfin, c'est 4 récits, Jacques, je crois. 5 récits. Voilà, parlez bien dans le micro si vous intervenez. Tout augmente. Voilà. Écoutez, ce sera une excellente occasion pour vous retrouver à ce micro et peut-être pour faire lire votre ouvrage par nos amis de Graines de Lire. Gérard, nous nous sommes rencontrés pour la première fois devant ce micro il y a 2 ou 3 ans, je crois. Oui. Vous veniez de créer Complice Édition au Plantier. Alors déjà, c'est courageux, une maison d'édition au Plantier, avec 2 auteurs à votre catalogue, si vous me souvenez bien. Où en êtes-vous aujourd'hui? Enfin, vous en avez déjà au moins 4, puisqu'ils sont autour de cette table. Aujourd'hui, nous avons 14 auteurs. En réalité 13, mais il ne faut pas dire 13, on dit 14. Oui. Et par contre, en tenant compte du même calcul, dans 3 mois, nous serons 17. Oui, faites attention, 17, ça porte malheur en Italie. Hein. C'est vrai? Oui. Peut-être que je vais monter à 18 alors. Oui, passer à 18, c'est mieux. Sinon, vous ne travaillerez jamais à l'exportation. Alors, avec le recul, bon, c'était quand même un pari un peu risqué, non? Créer une maison d'édition comme ça, avec abrupto. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est un tel bonheur et puis c'est un plaisir, c'est une passion. On n'a pas créé cette maison pour vivre largement, on vit petitement, mais on s'amuse bien. Oui, et ça s'appelle Complice Édition, effectivement. Les règles, elles sont les suivantes, c'est que maintenant, dès qu'on signe le contrat chez nous, on se tutoie et on est tous complices. Ouais. Et il y a une magnifique entente dans cette équipe. Ouais, en tout cas, à en juger par les 4 auteurs qui sont là aujourd'hui, voilà, on a l'impression que ça fonctionne bien avec l'éditeur. Hein. On n'entend pas de récrimination ni d'une part ni de l'autre. Oui, ça se déchire le livre. Ça a l'air bien. On ne te laisse pas faire. D'autres, vous avez des projets dans l'immédiat, donc vous parlez d'un livre pour enfants. Oui, donc Jacques va nous sortir un livre pour enfants, tout au moins dans les tuyaux. Ouais. On en parle aujourd'hui, ça sortira dans quelques mois. Alors là, je vais mettre un petit voile secret. Nous allons sortir 2 livres de People bientôt. Ouais, 2 livres de People. Oui. Donc un livre qui va sortir, j'annonce la date officiellement le 16 mai. Ouais. À Sorams. Vous pouvez nous donner un petit indice, non? Quelqu'un de très connu dans la radio locale. Bon, c'est Yves de Fagot, peut-être hein. Et un deuxième livre qui va être préfacé par quelqu'un qui est mondialement connu. Voilà. Bon, écoutez, alors, conservons le suspense, mais est-ce que vous nous donnerez la primeur oui, quand enfin vous lèverez un coin du voile? D'accord, donc on se retrouve dès la sortie du livre. En attendant les auteurs futurs, nous allons nous consacrer aux auteurs présents. Tout d'abord avec Hervé Grimal et son superbe voyage au pays du bambou. Et nous pénétrons dans le domaine du livre d'art qui fait partie de vos passions, je crois, Hervé Grimal, depuis un voyage en Égypte dans les années 2000, c'est ça? Exactement. Donc j'ai une formation d'artiste plasticien et je me suis mis à l'écriture et la passion d'écriture, je dirais, presque a pris le dessus. Mais je continue toujours mes illustrations. Donc, je fais du livre d'artiste et par hasard, j'ai rencontré Gérard pour d'autres raisons et tout a démarré avec le livre que j'avais fait d'artiste sur la bambouserie et il a décidé de l'éditer. Voilà, donc ce n'est pas votre premier ouvrage du genre. Hein. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le livre. Voilà, le premier, c'était sur l'Égypte. Sur l'Égypte, tout à fait. Voilà, ouais. Et ensuite, vous vous êtes découvert une passion pour les jardins. Voilà, j'avais 2 thématiques. On va voir que j'élargis encore. C'était les voyages, effectivement. Je faisais des voyages et puis au retour... je me suis dit, j'aurais dû noter. Et quand on est parti en Égypte, j'ai pris mon petit carnet et j'ai écrit.
à la suite de ça, j'ai réalisé des livres donc sur des voyages en Inde, des voyages en Turquie, un voyage imaginaire à Babylone, à la naissance de l'écriture, à l'origine des civilisations, et sur les jardins, des jardins dans la garrigue, des jardins et la bambouseraie. Voilà, vous avez ressuscité en quelque sorte la tradition des carnets de voyage. Effectivement, c'est à la fois du carnet de voyage et du livre d'artiste. Tout à fait. Alors, donc, au travers de ces ouvrages, bon, c'est dans cette dimension-là, vous faites œuvre d'écrivain. Vous ne vous contentez pas donc de nous faire partager vos dessins, voire vos photos dans certains cas, mais aussi vos récits, vos impressions, vos émotions. Alors, qu'est-ce que ça apporte aux voyageurs de se sentir un peu transmetteur, hein? Mais écoutez, un voyage, ça se prépare, ça se vit de multiples façons. Ça se prépare, ça se vit quand on est dans le pays, quand on rencontre les gens, et puis au retour. Et surtout quand on réalise un livre, un ouvrage, après il y a les rapports avec les gens qui nous et j'ai eu par exemple une émotion forte sur mes livres que j'ai écrits en Inde, où mon pharmacien qui est d'origine indienne mais qui n'avait pas été en Inde m'a acheté mes livres. Il est allé en Inde, il m'a dit ce que vous avez écrit, je l'ai ressenti. Ouais. Et ça, Alors, ce qui m'intéresse, c'est pas les anecdotes, c'est pas ça qui est intéressant. C'est comment parler des odeurs dans les voyages, des odeurs, des couleurs, du vécu, quoi, des rencontres. Et aussi une façon de partager ses émotions. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à rendre, hein. Mais c'est passionnant. C'est le plus passionnant. Tout à fait d'accord. Donc, ensuite, une passion pour les jardins. Alors, quand on habite près d'Alès et qu'on est passionné par les jardins, il y a un lieu incontournable, c'est la bambouserie de Pras-France. Alors, comment est-ce que c'est? On va faire une très rapide historique de cette bambouserie. Et après, vous nous expliquerez pourquoi vous vous êtes senti particulièrement attiré par ce lieu. C'est le voyage, bien sûr. Bien sûr, c'est la connotation voyage, hein. Puis c'est un lieu mystérieux, c'est un lieu riche. Et donc j'ai rencontré Muriel Nègre, la directrice, je lui ai montré ce que je faisais, et à partir de là, j'ai eu la porte ouverte, disons, j'ai pu aller de nombreuses fois à la bambouserie, prendre des notes, rencontrer des Laotiens qui travaillent là-bas. Enfin, je veux dire, c'était une belle aventure. Alors, est-ce que vous avez eu un parti pris d'auteur quand vous avez abordé cet ouvrage? C'est un parcours, je dirais, c'est un parcours dans des lieux, c'est des parcours poétiques, c'est des rencontres. Bon, là, c'est autour du végétal, et puis de ces Laotiens et des personnes qui travaillent dans ce jardin, mais c'est ça, c'est un lieu étonnant, quoi, c'est assez atypique comme. Vous avez eu des surprises donc au cours de ce parcours. Absolument, j'ai découvert des choses. Est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois exemples, des choses qui vous ont particulièrement frappé, qui ont été tout à fait inattendues pour vous? Alors, je le connaissais, c'est un endroit que je connaissais bien, mais c'est vrai que le jardin japonais, c'est quelque chose d'étonnant, quoi, quand on arrive là. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est un jardin qui est en évolution, qui est toujours là, ils ont retravaillé le jardin aquatique. Enfin, donc c'est vivant, quoi. C'est vivant, et en même temps il y a toute une histoire, hein. Donc là je dis qu'on parlerait un peu de l'historique, on ne l'a pas fait. C'est plus de 100 ans pour la bambouserie, fin 19e. Hein. C'est une très longue histoire, tout à fait. Ouais. On peut l'évoquer en non, parce que je veux dire, c'était pas mon propos, hein. Non, mais bien sûr. Vous êtes très fort. Je me suis documenté. Non. C'est pas un livre, parce qu'il y en a, je veux dire, sur l'histoire. Non, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un livre, un parcours, donc, avec mes mots et mes illustrations, et donc, c'est se pénétrer, dans la bambouserie par le végétal, par les espaces, par l'espace intimiste, des espaces qui s'ouvrent, enfin. Et aussi par les gens qui y travaillent. Là, vous avez parlé de Laotiens qui sont là, si je me souviens bien, depuis les années 70. Oui, c'est des belles people qui ont été... On doit en être à la deuxième fédération, probablement. Tout à fait. Comment est-ce qu'ils vivent dans cette bambouserie? C'est absolument surprenant, parce qu'ils se sont appropriés les lieux. Donc, ils travaillaient dans le village laotien, là, ceux que j'ai rencontrés. Et ils reconstruisent, ils retrouvent leur source. C'est leur source qui. Ouais, ils se ressentent un peu vraiment chez eux, quoi. Hein, voilà. Il y a un point sur lequel je vais terminer, c'est la lumière, hein, tout à fait particulière qui règne à la bambouserie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous, apparemment, c'est quelque chose qu'on retrouve dans vos esquisses. Hein. Absolument. D'ailleurs, la bambouserie, c'est intéressant d'y aller à plusieurs saisons. Ouais.
Parce qu'il y a des couleurs et il y a des atmosphères très différentes. Tout à fait. Et l'automne, bien sûr, Mais c'est curieux, je veux dire, quand on arrive des Cévennes, c'est sauvage et austère, il y a ce lieu magique. Voilà, on est tout à fait loin des Fateniers. Alors loin, non pas géographiquement, ni physiquement, mais dans la perception du paysage, on est vraiment dans un endroit qui est radicalement différent. Et c'est tout à fait surprenant, là, dans cette vallée du Gardon, de tomber comme ça sur ce lieu un peu magique. Complètement. Voilà, merci beaucoup Hervé Grimal. Donc, je vous rappelle, votre livre, c'est Le voyage du bambou entre Asie et Cévennes, donc le bambou au pays du Fatenier. Et c'est publié, bien évidemment, chez Complice Éditions. Merci. Voilà, c'est votre premier livre d'art, oui. Gérard. Oui, je m'apprêtais à faire une collection qui s'appellerait Carnet de voyage, justement par rapport à ce que disait Hervé. Je comptais beaucoup sur Hervé pour ça, mais en ce moment, il a trop de travail, paraît-il. C'est étonnant d'un élu, mais il paraît qu'il a trop de travail. Il faut préciser qu'Hervé est premier magistrat de Seine, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Voilà, mais son livre, par exemple, est représenté au Jardin des Plantes à Paris. C'est un livre qui a un certain impact au niveau national. On le retrouve au Jardin des Plantes, on le trouve à Beaubourg, on trouve des endroits comme ça. Voilà. Et bien entendu, à la Bambouserie, je suppose. Absolument pas. Absolument pas, non. C'est le seul endroit de France où le livre n'est pas vendu. Alors je le précise parce que je dis pas que ça me met en colère, mais je trouve pas ça juste. D'accord, on va essayer de le vendre à la sauvette devant la porte sur le parking. Non, mais il est vendu. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce livre est préfacé par Madame Nègre. Ouais. Et qu'elle estime que ça ne rentre pas dans sa ligne de produits à vendre. Donc, il est vendu partout, sauf à la Bambouserie. Bon, alors c'est un peu dommage. On lance un appel, donc, absolument, à la France. Voilà. Vendez le voyage du bambou entre Asie et je libérerai une place sur mon agenda si elle veut bien me recevoir. Voilà. Alors, ce matin, nous allons entreprendre une sorte de revue des 7 péchés capitaux. Là, nous allons commencer peut-être par la curiosité et ensuite, nous allons parler de la gourmandise avec Catherine Tuberg, qui publie toujours chez Complice Éditions « Osez les gourmandises ». Alors, quand on vous pose la question fromage ou dessert, vous répondez sans hésiter « dessert ». Avec 3 points d'exclamation. Voilà, vous êtes donc plutôt... Ah, attendez, nous avons un problème de micro. Voilà, donc vous êtes plutôt dessert. Ah oui, complètement. 3 points d'exclamation même. 3 points d'exclamation, donc plutôt sucré en général. Hein. Oui, très sucré même, très gourmande, et ça m'a causé des petits problèmes de ligne, de santé. Et oui, parce que le problème, quand on est plutôt sucré, même quand on est salé aussi, ça a tendance à laisser des traces là et là. Oui, une vingtaine de kilos. et du coup, donc, vous proposez une solution pour simultanément ne pas se passer de dessert et néanmoins se priver de bourrelet. Oui, tout à fait. J'ai donc élaboré des desserts qui sont basés sur l'index glycémique des aliments. Bon, c'est pas moi qui ai inventé la méthode. Ah oui. Ce sont les Américains, bien sûr. Alors, expliquez-nous ce que c'est, cet index glycémique. Alors, en fait, chaque aliment a un index glycémique. La base, c'est le sucre qui est à 100. Et puis ensuite, si on veut mincir, il faut manger des aliments entre 0 et 50. Et pour cela, on garde quasiment tous nos fruits, tous nos légumes, toutes nos viandes, tous nos poissons. La seule chose qui va varier, ce sont les farines et les sucres. Oui. Donc on change nos farines, c'est-à-dire qu'on oublie les farines blanches, on mange des farines intégrales, et on oublie le sucre blanc, on mange des sucres dont l'index a été évalué entre 0 et 50 maxi. Donc ça va être du miel d'acacia, ça va être du sucre de fleur de coco, ça va être du fructose, ça va être du sirop d'agave. On a beaucoup de choix en fait finalement, et puis on peut se permettre après d'élaborer des petites recettes vraiment délicieuses et qui permettent, comme dans mon cas, de perdre 15 kilos. Voilà. D'accord. Donc on est bien d'accord, on exclut totalement tout ce qui est aspartame. Complètement, c'est interdit d'ailleurs parce que ça envoie, malgré que ça n'envoie pas de calories, ça envoie une réponse insulinogène au cerveau qui lui envoie la même réponse que du sucre blanc. Ouais. Donc on les bannit complètement. Bon, et puis c'est quand même plus naturel. C'est beaucoup plus naturel, le miel d'acacia, le sucre de coco, qui sont vraiment des sucres qui ont de grandes qualités nutritionnelles en plus d'avoir un index glycémique très bas. Et puis c'est meilleur. Et puis c'est meilleur, et puis on se régale. N'ayons pas peur des mots, effectivement. Alors comment est-ce que vous avez mis au point ces recettes de desserts hypocaloriques? Là, vous avez fait des compilations d'autres livres de
recettes, il y a une expérimentation personnelle, vous partagez sur votre blog, puisqu'il faut dire aussi que vous tenez un blog qui est très populaire. Hein. Oui, j'ai un blog depuis maintenant 3 ans et demi. En fait, mes recettes, je les ai élaborées au départ à partir de mes recettes fétiches que j'ai transformées en index glycémique bas. Alors au départ, il y a eu beaucoup de ratage, puisque il faut bien maîtriser les farines. C'est surtout les farines qui m'ont posé problème, pas trop les sucres. Et puis à partir de là, on transpose toutes ces recettes fétiches et puis après on est un peu plus courageux, on se lâche et on se lance dans des créations totalement inédites. Alors est-ce que vous pouvez nous garantir que vos desserts 0 calories sont presque aussi délectables qu'un beignet sucré trempé dans le miel puis dans le sucre et recouvert d'une louche de crème chantilly? Mais tout à fait, puisque la crème chantilly n'est pas interdite avec les IGBA, étant donné que dans mon livre par exemple, il y a beaucoup de recettes dans lesquelles il y a de la chantilly, parce que la crème a un IG à 0, index glycémique IG, donc IG à 0. Donc on peut se lâcher sur la crème chantilly. Bon, bien sûr, on va pas en manger tous les jours. Hein. Il faut être raisonnable quand même. Je ne sais pas s'il existe un indice lipidique, mais... Alors, justement, puisqu'on parle des graisses... Quand on veut perdre du poids, alors le beurre a un IG à 0, mais on va l'éviter quand même parce que le beurre, ça bouche les artères, c'est pas bon pour la santé. Donc on va privilégier les bonnes huiles, l'huile d'olive bien sûr. Hein, ici il y en a plein, donc on se lâche. Et profitons-en, cette année il y en aura peu. Hein, la mouche a sévi. Et puis bien sûr on utilise toutes les bonnes huiles qui sont à disposition. Je veux dire des bonnes huiles bio de préférence, puisque pour profiter des bénéfices nutritionnels de chacune aussi. Il faut varier les huiles, varier les sucres, varier les farines. Alors, je voulais juste rectifier une petite chose. Vous parliez de recettes hypocaloriques. Elles sont pas du tout hypocaloriques, en fait. Oui. Parce qu'en matière de calories, on va pas être dans des recettes basses calories. Elles auront au contraire beaucoup de calories, mais par contre, elles seront saines puisqu'elles utiliseront les bonnes huiles et elles seront à index glycémique bas. Là, on ne parle plus de calories, on parle d'IG uniquement. On parle uniquement d'index glycémique. Voilà, c'est ça. On ne parle plus du tout en calories. Voilà, c'était important de le préciser. Et puis bon, l'efficacité est un peu liée, j'imagine, à la quantité absorbée aussi. Eh bien, paradoxalement, pas du tout, parce qu'en fait, la méthode de base... Vous apprenez plein de bonnes nouvelles ce matin. Tout à fait, tout à fait. Vous revenez quand vous voulez. La méthode de base, en fait, c'est ce qu'on appelait il y a 20 ans de cela, la méthode Montignac, qui a évolué avec le temps, puisque forcément, on fait des analyses en laboratoire et puis on se rend compte que l'IG de tel aliment, il est peut-être pas à temps, mais à temps, puisque on fait des tests de plus en plus poussés. Et puis, en fait, en partant de ce principe-là, la méthode ne préconise pas de quantité, c'est-à-dire que vous mangez à votre faim. Quand vous n'avez plus faim, vous arrêtez. Alors bien sûr, le but, par exemple, quand on veut manger un dessert, c'est de le manger en fin de repas, quand on aura déjà pris une entrée, un plat, un fromage. Parce que le fromage, c'est pareil, c'est IG0, donc on peut en manger un morceau de temps en temps si on a envie. Et quand on a fait un bon repas et qu'on va prendre un petit dessert derrière, ou deux, vous n'allez pas avaler la moitié du gâteau comme je faisais avant. Vous allez en manger une ou deux parts et vous serez calé parce que vous aurez fait un bon repas avant, bien équilibré, avec des légumes, avec tout ce qu'il faut avant. Donc on peut se laisser aller sans culpabilité. Complètement, sans aucune culpabilité. Alors, et perdre du poids tout en se faisant plaisir tous les jours. Alors quand même, on va passer un peu de la cuisine à la philosophie. Dans notre éducation judéo-chrétienne, est-ce que la culpabilité, modérément dosée, bien entendu, est-ce qu'elle n'est pas la compagne indissociable du plaisir? Mais écoutez, j'ai pas dû suivre les bons cours de catéchisme parce que moi, personnellement, la culpabilité, je connais pas du tout. Et en fait, c'est certainement la gourmandise qui me pousse à tout ça et en fait je culpabilise pas du tout. Mais c'est vrai que d'un autre côté, après chacun voit les choses comme il veut, mais c'est peut-être parce que je suis athée aussi, donc ça ne me touche pas en fait cette notion-là. Alors c'est pas une question de croyance, c'est une question de société plutôt. Faut dire, même un croyant, on vit quand même dans une société qui a des règles judéo-chrétiennes, et souvent c'est quelque chose. Bon, et la culpabilité, ça fait partie effectivement des choses qui sont
sont parfois profondément ancrées au sein de chacun d'entre nous. Oh, je pense qu'il n'y a pas que ça qui entre en ligne de compte quand même. Il y a aussi tous les standards qu'on veut nous imposer de mode avec des femmes très minces. Les jeunettes achètent des magazines ou voient des vidéos où on ne voit que ça, que des jeunes très minces, alors que les photos sont retouchées, tout est trafiqué. Merci Photoshop. Merci Photoshop, exactement. Mais le problème, je pense qu'il est surtout là dans l'époque actuelle parce que effectivement, ça met tout est faux et on veut nous faire croire que pour être comme ça, effectivement, il faut rien manger. Mais c'est pas vrai, je le dis. On peut manger et garder la ligne. Voilà. Et votre livre s'adresse à tout le monde, aussi bien les gens qui veulent maigrir que les gens qui ne veulent pas grossir. Tout à fait. Au départ, je dirais même que c'est fait pour être en bonne santé, puisqu'on n'utilise que des bons produits qu'on va aller chercher dans un magasin bio, parce que c'est là qu'on va trouver tous les produits nécessaires pour réaliser mes petites recettes. Alors pourquoi bio ? On pourrait très bien utiliser une farine intégrale classique, mais n'oublions pas que dans l'enveloppe du grain de blé, par exemple, il y a tous les pesticides si ça a été cultivé de façon traditionnelle. Donc, utilisons des produits bio qui vont nous maintenir en bonne santé et nous éviter peut-être ces fameux cancers qu'on entend de partout actuellement, etc. Catherine Tuberg, Oser les gourmandises, 60 recettes à index glycémique bas. Donc, c'est pour mincir sans se priver de dessert. Et c'est bien entendu chez Complice Édition. Jacques Chapuis, donc Jacques Chapuis, Les deux amours de Vano Graziani. C'est votre premier roman, Jacques Chapuis ? Oui, c'est ça, oui. Alors, sans empiéter sur votre vie privée, quels sont les amours de Jacques Chapuis ? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? J'aime surtout la nature, la pêche, les champignons... tout ce qui est nature, voilà, surtout. Donc, vous êtes un vrai Cévenol, alors. Ah, pur et dur, oui, tout à fait. Alors, oui, allez-y. Moi, je vous dirais plutôt, je vais vous présenter mon histoire, parce que je le verrai plutôt dans ce sens-là, quoi. Oui. Mais je dis toujours mon histoire, parce que je me serais plutôt vu autour d'un feu de cheminée à vous la raconter. Ouais. Mais comme ce n'était pas possible de la raconter à tout le monde, le meilleur moyen, c'était de la mettre par écrit. Ah, écoutez, on peut allumer un petit feu de carne dans le studio, là. On va débrancher les détecteurs de fumée. Surtout après avoir entendu nous parler de gâteaux, de tout ça, ça nous a mis l'eau à la bouche. Bon. Allez-y, racontez-nous votre histoire. Vous avez 7 minutes pétantes. Mais j'ai quelques questions à vous poser aussi. Hein. D'accord. Allez-y. Je vais vous présenter un peu mon histoire. Disons que l'histoire se passe à l'après-guerre, dans les années 50. La France est en train de panser ses plaies et de se reconstruire. Donc, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, tout tournait autour du charbon, que ce soit les trains, les bateaux, les usines, le chauffage, tout tournait autour du charbon. Et le charbon, en Cévennes, il était là, sous nos pieds. Mais ce qui manquait, malheureusement, la guerre était passée par là et elle avait fait ses dégâts. Donc, il a fallu faire revenir... des travailleurs de l'étranger, principalement des Polonais, des Espagnols, des Italiens, voire quelques Kabyles, Algériens, qui sont venus pour extraire ce charbon. Et dont le Giano Graziani, issu d'une famille d'immigrés italiens, une grosse famille d'ailleurs. Et le fils aîné, Giano, dès l'âge de 14 ans, après son certificat d'études, comme beaucoup d'autres d'ailleurs en Cévennes, il a fallu descendre au fond de la mine. Je pensais que ces gens-là descendaient, disons, au moins 1000 mètres sous terre, tous les jours. Hein. Et Giano, disons que le père, le Graziani, a eu un grave accident à la mine, donc plus moyen de travailler au chantier. Donc, qui dit plus chantier, moins d'argent. Donc, Giano, pour compenser, il a dû faire comme le père, aller au chantier. Et tout en pratiquant la boxe. Donc la boxe, c'était son truc. Il se disait, pour sortir ma famille du besoin de ses frères, de ses sœurs, de tout ça, il faut trouver un moyen de gagner de l'argent. Et pour lui, c'était ses points. Ouais. Donc autour de ça... Donc ça n'est pas seulement une passion, un plaisir, c'est aussi une recherche de revenus supplémentaires. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui. Enfin, c'était un plaisir au départ, parce que son père avait pratiqué lui-même la boxe. Mais disons que le fils, en voyant que sa mère était obligée aussi de faire des ménages, donc c'était très dur. Et donc Giano, et en plus, disons qu'il était bon à ça, et puis c'était un gars qui était très sérieux, travailleur, il avait tout pour lui, quoi.
et un bon entraîneur. Il ne faut pas oublier que son entraîneur était quelqu'un passionné et quelqu'un qui avait su le prendre dès le départ. Donc le courant passait bien et Jeannot a tout fait pour réussir. Et d'ailleurs, il a réussi. Voilà. Et derrière, il y a toute une histoire sentimentale qui se greffe avec tout ça, qui est très, très, très passionnante. Alors, votre Jeannot Graziani, c'est la façon dont vous le présentez, ça m'évoque tout à fait un autre mineur réel, celui-là est célèbre, c'est Maurice André. Alors, on n'est pas dans le même registre, mais finalement, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, tout à fait, oui. Et c'est pareil, oui, quand on parle de... Moi, j'ai connu d'ailleurs Maurice André, parce que moi-même, j'ai pratiqué la musique. Donc, parce que justement, quand on parle de Jeannot ou de Maurice André, autour de la mine avait bien créé les choses, et c'était le Kama. Le Kama, c'était un truc, par exemple, celui qui voulait faire du foot pouvait aller au foot, celui qui voulait faire de la musique allait à la musique, celui qui voulait aller à la boxe allait à la boxe, celui qui voulait pratiquer du modélisme allait au modélisme, et tout ça était accompagné par de très bons enseignants autour, je veux dire. Hein. Donc, moi, par exemple, j'allais à la musique, mais j'allais à la salle de boxe aussi, parce que j'avais des collègues qui boxaient. Donc, c'est pour ça que je connaissais, moi-même, j'ai eu mis les gants et tout ça. Voilà, donc vous connaissez bien à la fois le milieu de la boxe et le milieu de la mine. Enfin, bien, c'est un grand mot. Vous connaissez, en tout cas. Je connaissais en étant jeune, oui, parce que moi, mon père était, moi aussi, mineur. Donc votre description, c'est vraiment de l'intérieur. Hein, oui, tout à fait, oui. Bon, quand on pense que ces gens-là revenaient de la mine, quand ils revenaient de la mine, ils faisaient un brin de sieste. Et après, ils allaient travailler le jardin. Ils faisaient le jardin. Bon, Jeannot, tout ça, en plus, aidait ses parents au jardin et à tout ça. Ces gens-là ne se plaignaient jamais. Jamais, moi, j'ai entendu mon père arriver de la mine ou partir disant j'en ai marre. Jamais on entendait ça. Jamais. Alors, on a tout à fait l'impression que votre Jeannot, c'est un personnage vivant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu, Jeannot, ou est-ce qu'il est purement imaginaire, hein, tout en évoluant dans un milieu qui a été bien réel? Connu, il est connu. Oui, moi je le connaissais parce que dans ma tête je le connais, mais disons je l'ai imagé en beaucoup plus grand et en changeant les noms, bien sûr. Et pour pas... Je voulais pas qu'après, bon, on ne sait jamais, ça se passe mal ou tout ça, bon. Mais tout à fait. Et puis je le vis parce que je l'ai connu, cette famille, je ne peux pas citer le nom, mais toute la famille était dans la boxe. Bon, ils ne sont pas allés jusqu'au niveau de Jeannot. Mais parce que Jeannot, il faut dire, dans votre histoire, Jeannot va jusque sur les rings internationaux, il mène une carrière internationale. Voilà. Ceci étant, il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui vont se dresser sur sa route. Il ne passe pas très facilement de la galerie de mine aux rings les plus prestigieux dans le monde. Ah ben non, c'est ce qui a fait toute l'histoire d'ailleurs. Mais disons que Jeannot a eu la chance de rencontrer la bonne personne au bon moment. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il le méritait ou est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, mais en fait, c'est comme ça. Je pense qu'il le méritait et puis il a mérité, voilà. Bon, après, il y a eu des embûches tout au long de sa carrière, de tout ça. Il est monté à Paris, il a rencontré M. Berthaud, et ce Berthaud l'a pris sous son aile. Lui-même, c'était un très grand boxeur, mais il a dû arrêter pour raison d'accident de boxe. Bon, il a pris Jeannot sous son aile et il l'a mené jusqu'au titre suprême, voilà. Alors, est-ce qu'une histoire comme celle-là pourrait se dérouler aujourd'hui ou bien ce sont des temps qui sont définitivement révolus? Ça serait bien plus dur, je pense. Ouais. Je pense que ça serait plus dur parce que quand on le voit, sans parler de la boxe, parce que la boxe, c'est vrai que de nos jours, on en parle moins. Maintenant, les jeunes sont plutôt branchés foot ou tennis ou des trucs comme ça, ou basket, tout ça. Mais on le voit d'ailleurs, dès qu'un jeune footballeur met 2 ou 3 buts, ça y est, il se prend pour un dieu, quoi. Non, c'est plus du tout pareil. Non. Il n'y a plus le respect qu'il y avait avant. Non, je ne pense pas, non. Voilà, donc votre roman est d'autant plus intéressant qu'il nous replonge effectivement dans un monde qui est totalement révolu, que nous ne revivrons certainement plus jamais. Alors bon, qui avait des aspects, ces aspects-là, avec un ascenseur social qui fonctionnait encore par différents moyens, mais qui avait aussi certainement ses difficultés, hein, puisque vous-même vous avez connu cette époque. Voilà. Oui, tout à fait, mais ne serait-ce que pour dans la vie normale, quand je veux dire que ce soit les instituteurs, que ce soit le gendarme, que ce soit... On respectait tout le monde, c'était bonjour. Nous, je me souviens, quand on arrivait de l'école, quand on rencontrait la voisine dans le couloir avec les dosseaux de charbon, on leur prenait les dosseaux des mains, on montait les escaliers en courant, on le posait devant la porte. Ouais. De nos jours, je pense que, bon, il n'y a plus le charbon, c'est vrai, mais
un gamin de notre âge à cette époque-là rencontrerait la dame dans le couloir, on la renverserait en lui disant ni bonjour ni au revoir. Pas systématisé non plus. On le voit par exemple dans les salles d'attente, quand vous rentrez chez un docteur, souvent vous rentrez, vous voyez une personne plus âgée que vous rentrer. Moi j'aurais tendance à me lever pour laisser la personne s'asseoir. Et quand je vois des mamans avec des enfants de 9 ou 10 ans, même pas, comme on dit vulgairement, lever le cul de la chaise, non. Ça me tord les tripes, ça n'existait pas avant. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dans votre personnage de Vanneau, et ça vous le dites en 4e de couverture, là, il se bat pour reconquérir son insouciance et sa joie de vivre. Ça veut dire que quand on s'élève dans la société, on a plutôt tendance à perdre un peu son insouciance et surtout sa joie de vivre. Pour certains, mais lui, il a toujours eu ce but dans la vie de sortir sa famille de la misère. Enfin, de la misère, c'est un grand mot. Mais lui, il savait ce que c'était. Par exemple, quand il marchait et qu'il allait à l'école avec des chaussures dessous trouées, mais il n'osait pas dire à ses parents parce qu'il savait qu'il n'y avait pas les moyens derrière. Ou un pantalon pétassé ou tout ça. Mais quand on voit un jeune qui dit « Papa, maman, je veux cette paire de baskets à 150 €, et les gens, ils achèteront à crédit, mais ils l'achèteront quand même. Avant, c'était pas comme ça. Voilà, donc ce n'est pas seulement un roman du passé, donc c'est quand même aussi... des leçons pour l'avenir, oui. Des leçons pour l'avenir. Oui. Voilà, Oui, par rapport à ce livre, moi, quand j'ai lu ce livre, il se trouve que c'est moi qui ai sélectionné ce livre. D'habitude, c'est le comité de lecture. Celui-là, c'est moi qui l'ai lu. J'ai été tellement touché par cette histoire, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une histoire vraie. Et du coup, j'ai fait des recherches sur Internet pour chercher ce boxeur dont le nom me parlait comme ça. Et bon, j'ai pas trouvé le boxeur, mais j'ai trouvé l'entraîneur. Il se trouve que Berthaud est un entraîneur de boxe fameux sur Paris. Et c'est un hasard parce qu'il n'a pas fait exprès. Ouais. Donc c'est incroyable quand la réalité rejoint la fiction. Et c'était le cas pour cet entraîneur de boxe qui a effectivement entraîné un champion du monde. Mais effectivement, à la façon dont vous avez commencé à raconter l'histoire, je me suis interrogé pour savoir si c'était une histoire vraie ou si c'était imaginaire. En tout cas, posé la même question. Non, voilà, par exemple, vous voyez Graziani, j'ai mis Graziani parce que je trouve que ça fait bien boxeur. Tout à fait. Hein, mais moi, je vais vous dire un truc. Quand je l'écrivais, je le voyais plutôt même en film après, vous voyez. Et quand j'écrivais le personnage de Berthaud, dans ma tête, j'entendais la voix de Jean-Paul Belmondo. Pour moi... Berthaud aurait pu être joué par Jean-Paul Belmondo. Bon, mais écoutez, si Jean-Paul Belmondo nous entend, et s'il rajeunit, il faut qu'il rajeunisse un peu. Voilà, il peut prendre contact avec Jacques Fapuy. Nous changeons totalement d'univers maintenant et je me tourne vers Mireille Boisson. Marielle Boisson. Oui. Voilà, vous voyez, je commence tout de suite. Voilà, je me fais écorcher à peine arrivé. Voilà, donc alors je vais vous appeler successivement Marielle, Mireille. Voilà, Marielle, voilà. D'accord. Alors on va essayer de conserver Marielle. Marielle, l'Église catholique s'est longtemps interrogée sur l'existence d'une âme chez la femme, voire chez l'Indien ou le curé. Ah, oui, c'est vrai. Alors il semblerait que la question soit à peu près réglée de ce côté-là, mais on se demande encore si les livres ont une âme. Qu'est-ce que vous en pensez? Le mien a une âme, il a surtout des âmes qui sont malmenées par une manipulatrice, parce que Âme de papier est avant tout un livre sur la manipulation, qui traite d'une manipulatrice qui va intervenir dans la vie de plusieurs personnages. Mais finalement, quand on arrive à la fin, on s'aperçoit que le plus grand manipulé n'est autre que le lecteur. Puisque c'est un jeu. C'est vous la manipulatrice. C'est moi qui manipule mon lecteur, puisque j'oblige mon lecteur à penser, à interpréter le texte d'une certaine façon, qui fait que lorsqu'il arrive à la toute fin, eh bien, il s'aperçoit qu'il prend une grande claque parce que c'est pas du tout ça, quoi. Vous envisagez une carrière politique? Non, pas du tout. Vous pourriez peut-être. Mais comme j'adore me plonger dans les travers les plus noirs et les plus acides de l'être humain. Donc j'ai traité un peu des psychopathes, etc. Et puis là, je trouve que cette manipulation, elle est tellement bien déguisée qu'elle valait le coup. Ça valait le coup de la développer en roman. Alors qui est ce personnage d'Ariane là, qui est à la fois belle et mystérieuse, alors Ariane qui est la manipulatrice, hein. Ariane est un personnage qui va traverser la vie de trois autres personnages, donc il y a Fabien, Roxane et Vincent. Donc les trois. En fait, ce livre se structure en 4 parties. Les 3 premières parties sont écrites à la première personne et elles sont écrites par un personnage. Et la dernière partie est une partie narrative qui va tout révéler, si vous voulez, de l'histoire. Donc en fait, ils vont tous les 3 croiser la route de ce personnage d'Ariane, qui va intervenir dans leur vie de façon qui va bien bouleverser leur vie.
Donc voilà, donc il y a un jeune homme qui est très très mystique, donc il va y voir lui une apparence angélique, une femme notre personnage va y voir une amie intime, etc. Et il se trouve que voilà, elle va beaucoup manipuler et beaucoup intervenir dans leur vie, mais pas que dans le positif. Oui, en général, la manipulation, c'est pas toujours dans le positif, voilà, c'est même plutôt rarement. C'est vraiment très très voilà. Alors le livre commence un peu comme un thriller. Puis on s'engloutit un peu dans le fantastique. Hein. Oui, c'est assez la première étonnant partie comme troublante. évolution. Voilà. Alors c'est une technique de mise en scène. C'est pour désarçonner le lecteur. Eh bien, c'est-à-dire c'est pour le plonger encore plus dans le mystère, pour le rouler dans la farine. Un peu le fait du hasard, puisque j'ai commencé la narration de Fabien qui est un jeune garçon très très mystique. Donc quand il croise la route justement d'Ariane, il part sur cette espèce d'interprétation, il imagine qu'elle est un ange, etc. Donc on est parti sur cette partie très mystique. Tout à fait par hasard. Il aurait pu être le sujet du 2e chapitre, par exemple. Mais il se trouve que ces chapitres sont bien imbriqués, puisque tous les personnages se connaissent, tous les personnages ont des amis communs, évoluent dans la même ville, dans le même milieu. Donc on n'est vraiment pas dans des nouvelles, on est vraiment dans un roman bien imbriqué. Et la dernière partie, vraiment, voilà, on peut pas la raconter, bien sûr, mais disons surtout pas, mais disons qu'on va se dire, bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai cru cela, j'ai pensé ceci, etc. Voilà. Alors, vous ne ménagez pas le lecteur quand même. Non, vous le mystifiez de bout en bout, vous le menez en bateau, vous le conduisez sur de fausses pistes, vous l'égarez à qui mieux. Et c'est aussi ce que fait Ariane, donc, avec les autres personnages de l'histoire. Alors, finalement, Âme de papier, c'est un peu l'apologie du mensonge. Oui, peut-être. Oui, peut-être. En tous les cas, c'est vrai que je traite aussi de sujets qui, je sais par le retour de mes lecteurs, peut des fois heurter, parce que mes personnages ne sont pas des personnages tout doux et bien heureux. Ce sont des personnages qui traversent des périodes très difficiles, qui sont parfois psychologiquement très fragiles. Donc je vais traiter d'un enfant battu, je vais traiter d'une femme violée, je vais traiter de cas de société qui sont quand même assez difficiles. Et je sais que certains de mes lecteurs m'ont dit, dis donc, tel ou tel passage était un petit peu difficile et tout. J'ai dit, il faut passer ce cap, il faut passer cette frontière, faut pas que ça serve de frontière, il faut passer parce que quand vous allez arriver à la fin du bouquin, vous avez... Voilà, vous dites, voilà. Mais, et puis, vous utilisez la liberté de l'écrivain, et vous avez bien raison. Hein, et vous avez complètement, bien raison. Je me prends pour le marionnettiste, où mes personnages sont mes marionnettes, et voilà, je joue avec. Et est-ce qu'il arrive que vos personnages vous dépassent en quelque sorte, qu'ils aient tendance à vivre leur propre vie, c'est très et curieux, qu'ils aillent mais au-delà de ce que vous voulez en faire, hein. Oui. Parce que quand je structure mon synopsis, c'est-à-dire quand je structure mon livre, je prévois déjà ce que peut faire mon personnage, etc. Mais au fur et à mesure de l'écriture, ça va toujours au-delà. Voilà, ça va toujours au-delà. Quand vous n'écrivez pas des romans, je rappelle que celui-ci est le 5e, si je veux bien compter. Oui, j'en ai écrit un autre après, mais c'est de celui-ci que je préférais parler aujourd'hui. Voilà. Alors, vous êtes aussi écrivain public avec une spécialité pour les biographies. En pratique, ça signifie que si j'ai envie de publier ma propre biographie ou celle d'un membre de ma famille, je peux me tourner vers vous. Vous tournez vers moi. Alors, qui vous demande ce genre de service? En général, ce sont des gens, le plus souvent d'âge mûr, bien sûr, parce qu'ils ont plus à raconter. Parfois, ça peut être une demande des familles aussi. Les enfants, les petits-enfants qui se disent, tiens, pourquoi pas recueillir l'histoire de mamie, voilà. Donc je vais rencontrer les gens et puis on passe des heures et des heures de discussion. Et le livre, je publie après un vrai livre au final qui peut rester dans le domaine familial, donc 8, 10, 15 exemplaires, ou alors si la personne en fait le choix, on peut le lancer sur la partie commerciale. Voilà, donc avis aux auditeurs, si vous avez envie de passer à la postérité, vous pouvez contacter Marielle Boisson. Marielle Salté-Boisson, voilà. Voilà, donc Marielle c'est Boisson. Page Complice. Moi, c'est Page Complice. D'accord, donc et Complice Édition, voilà. Quand même. Marielle Boisson, Âme de papier, Complice Édition. Le mot de la fin pour Gérard, puisque nous arrivons au terme de l'émission. Oui, déjà, pour parler de ce livre, Âme de papier, c'était un livre qui a été édité par un éditeur parisien. En 2009, oui. Et qui n'avait pas le succès qu'il méritait. Et c'est ce livre qui m'a fait passer de la carte postale au livre. J'ai décidé qu'il fallait donner une belle chance à ce livre qui est magnifique, qui est mon livre préféré d'ailleurs en l'occurrence de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Et j'ai décidé donc de me lancer pour ce livre-là qui est vraiment... Quand j'en parle, je dis si quelqu'un trouve la fin avant d'avoir fini le livre, je le rembourse. On ne peut pas trouver la fin. Bon, c'est quelque chose d'hallucinant. Avis aux auditeurs. Alors, absolument. On ne peut pas trouver la fin. Voilà, en fait, c'est en tout cas à conseiller aux auditeurs qui aiment le mystère et le suspense. Oui.
Voilà. C'est l'intrigue psychologique. Voilà. Merci à vous tous. La Voix au chapitre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Cathy qui a assuré la technique. Merci à Nicole de Fréminville, à Claudie Fabrol de l'association Graines de Lyre. Merci à Marielle Salté-Boisson, à Catherine Tuberg, à Jacques Chapuis, à Hervé Grimal qui nous a abandonnés en cours de route. Merci à Vera Rodvé, éditeur de toute cette voyeuse bande. Et puis merci surtout à tous les auditeurs de cette émission. On se retrouve le mois prochain, toujours sur 88.2 pour un nouveau numéro de La Voix au chapitre. Au revoir à tous.